musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, l'un des 11 musées du département de l'Isère. Je suis Géraldine Mosselin, directrice du musée. Et aujourd'hui, je vous propose la visite de l'exposition La Forêt, un Moyen-Âge enchanté. Donc pour commencer la visite, suivez-moi à travers le jardin médiéval qui a été créé en 2014 et qui, en 2016, s'est doté d'une fontaine inspirée du polyptyque des frères Van Eyck à Gand. Le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye est un musée d'art et d'histoire, un musée de site qui relate l'histoire des hospitaliers de Saint-Antoine depuis l'arrivée des reliques d'Antoine l'Égyptien, ici même, jusque dans les années 1770-77, c'est-à-dire jusqu'à la dissolution de cet ordre. Donc c'est un musée qui propose, on va dire, une programmation assez éclectique à nos visiteurs tout au long de l'année, qui convie à la fois du spectacle vivant à travers le théâtre, la danse contemporaine par exemple, mais aussi des ateliers de découverte, des ateliers de pratique autour de l'enluminure à travers le service de l'action éducative aussi, mais également et surtout des expositions en lien avec cette histoire bientôt millénaire. Donc ce sont à la fois des expositions d'objets d'art, des expositions aussi parfois qui permettent à des artistes contemporains d'entrer en résonance à travers leur œuvre avec l'histoire du site et l'histoire aussi des collections du musée. Alors nous voici arrivés au cœur de la forêt, un Moyen-Âge enchanté. Ce Moyen-Âge était-il vraiment enchanté quand il s'agissait d'aborder la question de la forêt par le prisme des mythes et légendes? Et c'est là tout le propos de l'exposition. Alors cette exposition prend place au cœur d'un événement culturel porté par le département de l'Isère, l'Appel de la forêt, qui va durer donc plusieurs mois et qui permet d'aborder justement des questions diverses autour principalement de la forêt, de l'habitat, de l'économie, de l'écologie, mais aussi de son histoire. Alors cette exposition a été conçue en partenariat avec de nombreuses collections publiques, notamment le musée du Louvre, le musée national du Moyen-Âge, les musées de Valenciennes ou de Lyon par exemple, mais aussi des bibliothèques. Et ce sont des prêts donc exceptionnels qui sont octroyés à la fois des objets d'art, mais aussi des manuscrits, des tapisseries, des estampes, des peintures, et qui permettent vraiment de se plonger au cœur de cette histoire, souvent fantasmée, qui oscille toujours entre monde sauvage et monde civilisé. Donc cette promenade en forêt débute par le désert forêt. Donc nous pénétrons effectivement d'emblée dans cette œuvre iconique que l'on doit au peintre Peter Bruegel. Donc il s'agit ici de l'une des nombreuses copies. C'est une œuvre qui a inspiré de très nombreux artistes à l'époque même du maître et ensuite. Et nous sommes ici en compagnie de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, qui est ici représenté donc quasi au centre de la composition. Donc c'est un épisode qui est connu, cité notamment dans l'évangile de Matthieu, et dont la scène est censée se dérouler au bord du Jourdain. Donc l'artiste ici a représenté effectivement un cours d'eau qui marque en quelque sorte la transition entre le monde sauvage, celui des bêtes, des monstres, mais aussi des êtres repentis, des brigands, des amants pourchassés, comme nous le verrons plus tard. Donc nous avons ici affaire à une foule bigarrée qui représente en effet la multitude des nations, la diversité aussi ethnique, et puis nous avons aussi un rappel historique à un épisode douloureux, notamment qui a été prédominé et entaché par les guerres de religion, où en effet les protestants étaient obligés de se cacher en forêt lors des prêches. Donc cette composition est assez habile puisque l'on a effectivement un contraste saisissant entre cette forêt dont les arbres sont pour certains dénués de végétation, d'autres ont les troncs noueux,
comme l'âme en quelque sorte humaine qui est torturée. Et donc le précurseur, ici Saint Jean-Baptiste, qui a laissé son habit d'ermite, d'homme sauvage, entre guillemets, reclus dans les tréfonds de la forêt, eh bien, revêt ici la bure pour annoncer en quelque sorte la venue du Messie, mais aussi indiquer la direction à prendre, c'est-à-dire quitter l'homme sauvage qui sommeille en nous pour nous diriger vers un monde dit civilisé. Quittons à présent le désert forêt et allons à la rencontre des chevaliers. Alors les chevaliers de la table ronde, effectivement, ont, on va dire, bercé en quelque sorte tous les récits à l'époque médiévale et bien au-delà. Donc on retrouve Lancelot, on retrouve également Perceval, Gauvin, Yvain, etc. Donc, et surtout Tristan et Iseult, donc les amants maudits qui vont se réfugier en forêt, notamment dans la forêt du Mauroy. Mais ici, nous sommes en présence d'une des gravures célèbres d'Albrecht Dürer, prêtée par le Musée Unterlinden de Colmar, et qui donne à voir un chevalier suivi de son lansquenet. Le lansquenet, c'est un mercenaire à la solde justement des chevaliers, de la noblesse, originaire donc des pays de l'Est plus particulièrement. Donc ce lansquenet court derrière le cheval, un cheval fougueux qui pénètre dans une obscure forêt. Donc le chevalier qui est ici présenté, qui est plutôt un riche seigneur, donne le tempo de sa main droite. Ce qui est très anecdotique, dirais-je ici, c'est ce petit chien, un chien barbé qui est en quelque sorte l'ancêtre du caniche et qui est beaucoup plus associé, on va dire, à la compagnie, à un univers plus feutré qu'à une chevauchée en quelque sorte en forêt à bride abattue. Quittons à présent le petit chien barbé de notre chevalier pour aller à la rencontre des animaux sauvages et qui étaient réputés pour leur férocité, voire leur voracité, tels que l'ours par exemple. Donc ici, Pisanello, qui est un artiste célèbre, nous présente on va dire une variation sur un même ours. Donc il s'agit d'un animal qui était redouté, en effet, car on le rencontrait en forêt. Les forêts étaient peuplées d'ours, peuplées de loups également. Mais c'était aussi un animal que l'Église a rapidement mis un peu au banc de la société, on va dire, faunistique. Donc ici, Pisanello nous montre un ours qui ne correspond pas véritablement à la réalité de ce que pouvait être l'animal. C'est un ours, on va dire, idéalisé, qui, à travers son regard doux, rappelle aussi que les animaux étaient parfois domestiqués. C'est le cas, par exemple, du loup. On connaît l'épisode du loup avec saint François d'Assise. Et puis, c'est plus, on va dire, exceptionnellement le cas de la fameuse licorne, la licorne que l'on retrouve dans tous les bestiaires médiévaux et qui continuera à inspirer les artistes jusqu'au XIXe siècle.
Après Albrecht Dürer et ses délicates gravures, place à Gustave Doré, artiste romantique par excellence, et qui donne à voir ici l'un des épisodes sans doute les plus savoureux du mythe arthurien. Donc nous sommes ici en présence de Merlin, le célèbre enchanteur, qui va subir en quelque sorte le sortilège de la belle Viviane. Il est ici dans une forêt magnifiée, grâce au génie de Gustave Doré, avec ses clairs-obscurs, avec justement cette forêt dont on devine toute la profondeur, mais aussi, on va dire, l'inquiétante noirceur. Donc les arbres sont torturés, on le voit ici, et les racines démesurées sont prêtes à engloutir, à enserrer, à anéantir Merlin pris à son propre piège. Alors cette œuvre est l'une des œuvres iconiques de l'exposition, car en fait elle nous a permis en quelque sorte de définir la palette chromatique. Donc le scénographe avait à cœur de puiser dans l'œuvre de Gustave Doré pour pouvoir proposer un cheminement chromatique tout en douceur et en nuance. Et l'on retrouve également dans l'exposition, et c'est le principe même de cette scénographie complètement immersive, des pendrillons tel un décor de théâtre ouvert sur l'imaginaire. Notre promenade en forêt, arrêtons-nous devant cette très belle tapisserie médiévale prêtée par le Musée des Arts Décoratifs de Paris et qui montre des hommes sauvages. Donc l'homme sauvage, c'est une figure mythique qui apparaît autour du XIIIe siècle et qui montre en effet toute la sauvagerie qui sommeille finalement au cœur de l'homme, qui progressivement va devenir l'homme civilisé que l'on retrouve en ambivalence et en opposition dans la forêt et à la lisière de celle-ci. Il en sort. Ici, c'est un combat en quelque sorte que l'on pourrait définir comme étant un combat entre le bien et le mal. C'est en quelque sorte ce qui résume toute la vie en forêt de nos ermites, de nos chevaliers et de nos amants pourchassés. Donc c'est ici que s'achève notre visite. Je rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations inhérentes à la programmation, mais aussi aux expositions sur le site des musées départementaux. Et je rappelle également que l'accès au musée du département de l'Isère est gratuit pour tous, tous les jours. Donc pour aller plus loin, nous vous conseillons la lecture du catalogue de l'exposition, qui est plus d'ailleurs qu'un catalogue, c'est un véritable ouvrage consacré au sujet, donc La forêt, un Moyen-Âge enchanté, paru aux éditions Snook. Et le petit coup de cœur, c'est cette BD qui vient de paraître, La pierre des rois, et qui parle en fait de la découverte et de l'histoire de l'albâtre, de la pierre en quelque sorte extraite depuis de nombreux siècles donc à Notre-Dame de Mézage, avec un petit focus sur Saint-Antoine-l'Abbaye qui conserve encore les traces d'un retable commandé par le roi Charles V à la fin du XIVe siècle. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette promenade en forêt au cœur d'un Moyen-Âge enchanté et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine visite au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye.